Geneviève Fraisse, quelle place la pratique sportive occupe-t-elle ou a-t-elle occupé dans votre vie? Je fais du vélo dans Paris. Je fais du vélo, je fais du sport. J'en ai toujours fait, pas énormément, mais ça fait partie de mon existence et notamment de mon enfance. Vous voilà sur une bicyclette déjà. Vous êtes toute jeune et joyeuse. Oui, alors non, là je suis sur la route du Tolonnais, parce qu'on vient de présenter la revue Les Révoltes logiques. Je suis avec Michel Soulty, qui est un des cofondateurs de la revue. C'est une revue qu'on a fondée autour de Jacques Rancière, ou avec Jacques Rancière, en 1975. Donc on va la présenter, je ne sais plus, dans une rencontre quelconque, et on profite d'un moment de liberté pour faire du vélo. Voilà. Donc c'est pas une pratique sportive, c'est simplement là c'est la balade. La balade. Là c'est militante. La balade. Là c'est la balade d'action, oui, mais effectivement j'ai fait, pour une petite fille de ma génération, beaucoup de sport. J'étais dans un milieu où on faisait beaucoup de sport, oui. Le sport, d'une manière générale, n'est pas un objet philosophique très traditionnellement célébré dans l'enseignement français. Il y a un certain dédain, un certain mépris. Quelle importance le sport a-t-il en tant qu'objet philosophique pour vous, qui êtes à la fois philosophe et féministe? C'est quand même un objet particulier. Alors voilà, c'est le croisement. C'est-à-dire que j'ai fondé tout mon travail de chercheuse depuis quand même un certain nombre d'années, sur le fait qu'il n'y avait pas d'objet philosophique, que cette question, la question femme, sexe, genre, on dirait aujourd'hui, différence des sexes, dualité sexuelle, etc., n'était pas un objet philosophique. Donc c'est mon premier souci épistémologique, théorique, d'appétence, c'est mon étonnement philosophique. Arrive au milieu de cela la question évidemment qui est celle de penser la différence. Si on la pense par rapport à l'égalité, on va essayer d'annuler les différences. Et puis, évidemment, le sport intervient comme l'énigme par excellence. C'est-à-dire, on voit bien que puisque la différence des corps est dans la question du sport, même si aujourd'hui cette différence des corps peut être discutée comme elle ne l'a jamais été, en tout cas, on voit bien que la différence des sexes est une évidence face à la pratique sportive, quelle qu'elle soit scolaire, professionnelle, de loisirs, etc. Donc à partir de là, ça redouble mon interrogation philosophique sur comment on produit de l'égalité avec de la différence. Quand on est dans l'apprentissage des mathématiques ou de la philosophie, on pourrait imaginer que ça ne pose pas de problème. Gardons quand même un petit conditionnel. Mais quand on est sur la question du corps, alors là, on est face à une réalité empirique qu'il faut traiter comme telle, et on s'aperçoit, donc c'est une énigme philosophique. Mais on l'a pour le sport, mais je le compare souvent à la question de l'armée ou des pompiers. On fait comment pour recruter à égalité des femmes pompiers et des hommes pompiers? Donc on doit faire des équivalences d'épreuves, on doit faire les mêmes épreuves, on doit faire des épreuves spécifiques, ça s'appelle comment? Donc du coup, c'est un champ que j'ai trouvé intéressant, et quand j'ai rencontré une inspectrice, en l'occurrence Annick Davis, qui était en train de réécrire avec Catherine Louveau sur cette question-là dans les années 90, elles sont venues vers moi pour qu'on discute entre cet objet difficile en philosophie qui est la question des sexes et leur question de spécialistes de la question sportive et femmes, ou de la pratique d'une inspectrice qui doit aider à la mixité, aider à l'égalité, ce qui n'est pas la même chose, mixité-égalité, et qui a vraiment des questions énormes qu'elle rencontre. Et de fait, je crois que il faut vraiment interviewer les professeurs d'éducation physique et sportive. Ils sont très savants comme philosophes. Ce sont des grands philosophes de la question de la différence des sexes. Nous garderons l'idée de l'étonnement. Ce qui est important, ce n'est pas l'objet qui provoque l'étonnement, c'est l'étonnement qui, d'une certaine manière, rend problématique l'objet. Oui. Donc si on prend le sport, ou comme toute activité sociale, le sport, il est à la fois le révélateur d'un certain nombre de préjugés, il reproduit un certain nombre de cloisonnements, mais en même temps, le sport peut être un lieu d'émancipation, oui, d'affranchissement. On pourrait s'arrêter d'abord à cette ambivalence et peut-être s'arrêter plus précisément à la reproduction des clichés, des stéréotypes, et dans un deuxième temps peut-être parler de l'émancipation, de l'affranchissement, voire de la libération. Si on s'en tient
seulement pour le moment à la question du corps. C'est vrai que les filles sportives ou la proposition du sport faite aux filles est enchâssée dans de très nombreuses contraintes, à tout point de vue. La contrainte de ne pas ressembler à un garçon, de ne pas paraître viril, c'est en train de se transformer, ça je trouve. On est en train d'adorer les joueuses de foot, on ne dit plus, à la fin des années 90, on empêchait encore les clubs de foot de filles de se créer. Hein. On est donc dans une histoire qui s'est accélérée. Il y a la contrainte de l'apparence, la contrainte de si elle fait du sport, pendant ce temps-là, elle ne fait pas d'autres activités. Vous avez une image intéressante de football en Centrafrique. Bien des sûr. femmes qui font du foot en Centrafrique. Mais là, on va aller bientôt vers l'émancipation, mais donc c'est enchâssé dans de très nombreuses contraintes. Si elles vont dans les centres sportifs de loisirs, on va tout de suite les aiguiller sur des activités mineures. Il n'y aura pas de place pour elles. Comment on fait avec la mixité? Ça, j'aimerais beaucoup qu'on en parle, parce que c'est une affaire extrêmement complexe et très très intéressante. Donc, elles sont enchâssées dans de très nombreuses contraintes. Donc, la hiérarchie s'instaure tout de suite. En même temps, moi, ce qui m'est apparu immédiatement à partir du moment où, disons, au milieu des années 90, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là, c'est qu'il était clair que c'était un lieu de l'émancipation. C'est-à-dire, il y a eu des lieux scolaires intelligents qui ont compris que par la pratique sportive, des filles, par exemple, issues disons, de milieux difficiles ou issus de l'immigration, etc., vont trouver confiance en elles, vont faire des choses et vont réussir, alors qu'elles ne réussissent pas dans des matières dites plus nobles. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment une réflexion sur, au fond, au moment où on peut se désoler que les filles quittent le sport, c'est-à-dire au moment de l'adolescence, parce que c'est vrai que les filles vont commencer à se faire excuser pour pas aller à la piscine, pour pas faire du sport, etc. Moi, j'en ai vu autour de moi. Inversement, on s'aperçoit que c'est un lieu où peut se constituer une identité scolaire capable d'être du côté de la réussite, de la performance et aussi de la confiance. Demeure tout de même très marquée la discrimination entre hommes et femmes dans la pratique sportive et parmi les femmes selon les milieux sociaux et en particulier la question de l'immigration. C'est quelque chose que vous avez particulièrement approché C'est-à-dire que je ne l'ai pas approché pour énoncer la discrimination, je l'ai approché pour voir où ça pouvait au contraire faire irruption comme pratique quand même, notamment si on sort de la question scolaire. Moi, ça m'a frappé qu'en Iran, en Algérie, la question du rapport, alors vous mettiez une image africaine, la question de faire du foot, donc faire pas n'importe quel sport, hein, pas du badminton, faire du foot était une chose revendiquée. Donc à partir de là, ça veut dire que des signaux multiples sont envoyés par là. Je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas faire une analyse théorique du pourcentage de discrimination qui serait donné, puisque, alors ça c'est le souci avec moi, c'est que depuis cette revue La Révolte logique, je travaille sur l'émancipation et non pas sur la domination. Donc je suis sans cesse en train d'essayer de voir comment fonctionne l'émancipation par rapport à des structures dominantes, plutôt que d'aller énoncer exactement l'état des lieux de la domination. Mais je trouve que c'est un point de vue par rapport à la question femmes et sport important, parce que ça la décale. C'est-à-dire qu'on n'est pas là seulement à déplorer. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut poser des questions. Par exemple, je ne saurais pas répondre à votre question de l'abandon de la pratique sportive des filles à 15 ans à l'école en fonction de l'origine sociale. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Parce qu'intervient toute la question aussi du changement, de la transformation des filles, notamment le changement hormonal à l'époque de l'adolescence, et quel est le plus ou moins de liberté suivant les milieux. On risquerait d'avoir des surprises. Hein. C'est une belle image, c'est en Iran. Voilà, vous avez à la fois la marque, la pesanteur sociale et en même temps ce ballon en suspension. Peut-être l'indice de quelque chose qui... je ne sais pas s'il y a de la pesanteur sociale, alors parce qu'il va falloir parler de la question du foulard, parce que pour moi, ça a été extrêmement important dans le débat qui est contemporain des années dont je parlais, fin des années 90, qui est contemporain de la discussion d'une éventuelle loi interdisant le port du foulard à l'école. La question pour moi n'a jamais été la question de la religion, mais précisément la question de la pratique sportive. C'est-à-dire si
vous portiez le foulard à l'école, alors vous allez nécessairement vous faire dispenser de sport. Donc là, c'est pas que il y aurait des intériorisations, etc. Là, c'est une frontière. Vous ne pouvez pas faire du sport dans les écoles françaises. Si vous portez le foulard, vous ne pouvez pas aller à la piscine, vous pouvez pas. Bon, parce que je parle beaucoup de la piscine, mais je crois que c'est un lieu de la question des règles des filles, qui est un embarras extraordinaire pour la pratique sportive des filles jeunes. Et pour ma part, la question de la présence du foulard à l'école, je l'ai toujours rapportée à ce que j'appelle de la matérialité, c'est-à-dire non pas la question religieuse qui est de la superstructure, mais au contraire de l'infrastructure, quels sont les cours où elles n'iront plus. Et les cours où elles n'iront plus, c'était effectivement la pratique sportive, éventuellement la biologie. Donc, mais c'est pour ça que là, cette image dit, je peux être habillée comme ça et pratiquer le foot. Après, et c'est une question extrêmement importante, est-ce que je vais pouvoir pratiquer les sports de... Alors, pratiquer le sport, oui. Pratiquer les sports de haut niveau, est-ce que ça ne va pas être discriminant dans la matérialité même du vêtement? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Mais à ce moment-là, je n'ai surtout pas besoin de convoquer la question idéologique, donc religieuse. Cette photo, elle n'inspire pas simplement une réflexion d'ailleurs sur le statut de la femme, mais aussi sur un fait qui concerne nos sociétés, le fait que les femmes sont beaucoup moins présentes dans les lieux sportifs institutionnalisés, par exemple dans les associations. Oui, mais alors d'abord, il faut savoir que, je veux dire, Nicolas Barr, qui a été pionnière, n'avait pas le droit de monter un club de football féminin. Donc ça, c'est très récent, qu'on va bien leur faire un peu de place. Et je dois dire que quand j'ai été interviewée très récemment, donc c'est il y a 2 ans, exactement il y a 2 ans, par la délégation aux droits des femmes du Sénat qui rédigeait un rapport sur femmes et sport. Je les ai renvoyés à leur lieu d'enracinement politique en leur disant allez voir le nombre de salles offertes aux filles dans vos municipalités ou dans vos départements ou dans vos régions, parce que là vous aurez des surprises. C'est-à-dire qu'il faut évidemment avoir, là encore on est dans la matière, des possibilités d'accès et des lieux et des organisations institutionnelles, et que si on va au centre de loisirs du mercredi après-midi pour nombre d'enfants, on n'évacue pas la pratique sportive des filles. Donc l'institution joue un rôle de barrage énorme, beaucoup plus que l'école. Beaucoup plus que l'école. Et là, ce que ça montre aussi, ça montre évidemment le foot, c'est-à-dire des sports qui ont été des sports de transgression. Maintenant, moi, chaque fois que j'entends ma télévision allumée qui me parle de quelque chose qui touche au football féminin, je sursaute et je me dis, mais il y a 15 ans, c'était impossible. Donc j'ai un moment de satisfaction. Mais c'est sans doute encore très, très petit comme accès, on le sait très bien. Puis après, on rentrerait dans la question économique, ce que ça génère comme argent ou pas. Bon, voilà, de la fameuse droit sportif. D'ailleurs, cette inégalité, en tout cas cette discrimination, ce partage, on peut le repérer dans le rapport à l'espace et le rapport aux valeurs. Les hommes, le sport masculin est beaucoup plus dans des espaces ouverts, célébrant la performance, la force. Les sports féminins sont beaucoup plus dans des espaces fermés, des salles de gym, et célébrant la santé, le loisir, l'esthétisme. Alors, sans aller vers les questions de normalisation du masculin et du féminin, simplement sur la question privée-publique. Alors là, c'est là où pour moi je croisais des objets qui sont les miens, à savoir la généalogie de la démocratie depuis 2 siècles, et le fait que la question du sport, telle que moi j'avais envie de la poser, c'était par rapport à la différence des sexes dans l'histoire de la philosophie, oui, et par rapport à la question démocratique, c'est-à-dire accès à l'égalité et à la liberté, d'autre part. Donc le sport, c'est qui peut se passer ça va avec l'espace public, bien entendu, ça va avec le fait d'être dehors, pas seulement dans les salles, mais aussi dehors, et au fond, bien entendu, à ce moment-là, on le met en parallèle à la difficulté que les femmes ont eue d'avoir accès à l'espace public. On le voit encore aujourd'hui, aussi bien du point de vue des droits, citoyenneté, que du point de vue de la circulation, la rue. Donc que ça soit le vote ou la rue, dans les 2 cas, il y a eu une conquête tout à fait progressive, alors de différentes façons, et notamment un point très important est évidemment l'emploi et le travail salarié des femmes qui les a mises dehors.
et qui en a fait hurler enfin, ça a suscité quand même aussi pas mal de combats et de rejets, et donc de subversion, et donc de pratiques émancipatrices. Donc le sport, c'est un peu un des derniers avatars de la question démocratique aussi. Bon. Ces images que nous voyons là, ce qui est intéressant, c'est que le sport féminin est associé à l'entretien du corps, au loisir, et ça, ce sont tout de même des valeurs, entre guillemets, qui sont davantage réservées aux femmes qu'aux hommes. Oui, mais voyez, vous prenez cette image. Moi, j'ai une association d'idées terribles. C'est que, je vous parlais là démocratie, je vous parlais égalité, citoyenneté, etc. Là, je vois l'image d'une femme qui est à contre-jour, donc ça peut être aussi une image de fin de journée. C'est l'entretien du corps et c'est la prise de risque. C'est-à-dire qu'on a des faits divers sur les crimes, les joggeuses qui se font quand même trucider parce qu'elles sont à 5 minutes de chez elles, mais dans un bout de campagne ou de forêt. Il y en a une récente encore, donc il y en a 2 par an au moins. Donc on ne parle pas des joggeurs qui se font trucider dans les mêmes conditions. Donc là, pourquoi je parle de ça? Parce que autant le vote, c'est comme les mathématiques et la philosophie tout à l'heure, c'est effectivement l'égalité de l'esprit, autant le sport, c'est comment conquérir l'égalité du corps. Et là, donc, on tombe sur la question de la normalisation de ce corps féminin qui devrait séduire, rester beau, etc., etc. Et aussi, tout simplement, ce qui s'appelle la liberté. Est-ce que je peux courir le soir dans la forêt? J'ai pas la réponse, hein, compte tenu de ce que je viens d'associer, c'est-à-dire que la question du corps, c'est la question de la liberté. C'est la question de la liberté, et alors c'est intéressant parce que c'est soit le corps qui se dénude, soit le corps qui reste habillé, enfin bon, il y aurait des choses par rapport au sport qui sont un enjeu très 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 contemporain, mais c'est la question. Mais vous voyez, si on veut parler des normes, des stéréotypes, enfin tout ce sur quoi je travaille, certainement pas vraiment, mais qui sont très mis en avant aujourd'hui. On va avoir la discussion qu'on a en ce moment sur les handballeuses ou qui doivent avoir une jupe ou pas. C'est cette semaine, on discutait de cela. Mais ça renvoie à l'image de la femme ou des femmes qu'il faudrait donner. Mais là, ce que moi je vois sur l'écran, c'est la liberté d'une jeune femme. Cette liberté qui est néanmoins prise dans un certain nombre de valeurs dominantes. Oui, mais ça, vous le dites. La santé, oui, mais le plein air, la et si sa valeur, c'est d'être aussi libre qu'un être de sexe masculin. Vous voyez, je résiste à votre demande parce que la voyant, si je m'identifie à elle, est-ce que c'est pour rester mince? Est-ce que c'est pour être en bonne santé? Aujourd'hui, on nous explique qu'on aura moins de cancer si on fait plus de sport, par exemple. Vous me direz hommes et femmes, mais bon, là... ou est-ce que c'est simplement... Je suis heureuse de courir. Vous m'avez posé la question du sport et de l'enfance, du sport et de mon enfance. Faire du vélo... Quand je fais du vélo dans Paris, j'ai 12 ans, et je suis... j'ai un moment de bonheur. Je ne pense pas à être en forme, je ne pense pas à rester correcte l'âge avançant, je ne pense à rien de tout ça. J'ai 12 ans et je fais du vélo. Donc peut-être elle a 12 ans et elle court à pied. Et donc c'est même pas la liberté d'une femme accomplie, c'est la liberté que donne le sport dans le rapport à son corps. Il y a la question de l'école, parce que l'école d'une manière générale, mais l'école c'est aussi un lieu d'éducation physique, il y a des cours d'éducation physique, et vous mettez en relation la désaffection pour les matières scientifiques et le fait qu'à partir de l'adolescence, les jeunes filles ont tendance à tourner le dos aux activités sportives. Alors j'aimerais qu'on pense ce point d'articulation. C'est une énigme. C'est une énigme. C'est-à-dire que... là encore, n'étant pas une spécialiste de l'analyse de la domination, j'ai pas les moyens de voir ce qui ferait qu'on enlève les mathématiques plutôt, je ramène la question à autre chose, qui est la question du désir.
Hein, c'est ma façon de voir les choses. L'école, c'est le lieu du désir de savoir, mais c'est le temps où va s'apprendre le désir de l'autre. Et j'ai toujours l'idée que ces deux désirs se croisent, à partir, disons, peut-être à l'école primaire, il ne faut pas que je dise trop de bêtises, mais en tout cas sûrement au collège et au lycée. Donc comment tous ces êtres humains, filles et garçons, croisent le double désir d'apprendre et le désir de l'autre. Donc la seule réponse que dans ce cas moi j'aurais à votre question, en dehors du fait qu'on pourrait aller chercher si c'est les professeurs qui maintiennent les stéréotypes ou si c'est les parents. Et moi j'ai des anecdotes là-dessus où on sait que ça peut être autant les parents que les professeurs, enfin, toute cette série d'adultes, ou les pères, PAIR, qui vont maintenir si un enfant a envie de faire différemment. Voilà, ça peut être... ces choses-là sont extrêmement difficiles. Ça, c'est l'aspect, disons, normatif. Moi, je me souviens, on y avait parlé de corde à sauter dans l'école primaire. On achète une corde à sauter. Il y a un parent, copain de mon fils, qui dit « Comment tu fais de la corde à sauter ?» Alors la maîtresse rebondit tout de suite « Mais les boxeurs font de la corde à sauter. » Donc on essaye de régler les histoires d'images et on rentre là dans des complexités d'images incroyables. Il y a ça. Et puis moi, j'ai une autre approche des choses, c'est que fait-on avec ce double désir ? Et comment est-il accompagné, ce double désir, ou au contraire, comment est-il inabordable, aussi bien pour les parents que pour les enseignants, vers les enfants. Et quand je disais tout à l'heure que les professeurs d'EPS sont les grands philosophes de la différence des sexes dans l'école, je crois que, à l'inverse, comme on a créé l'école républicaine, et donc démocratique, tant qu'on peut, ou tant que ça se peut, pour que les différences ne soient pas exhibées ni exacerbées. Moi, je portais une blouse quand j'étais petite pour qu'on ne voit pas nos origines sociales. C'est fini tout ça, mais mon père m'expliquait bien que comme ça, on ne ferait pas de différence dans la façon d'être habillé, ou on ne pourrait pas faire la différence d'origine. Donc cette école a été conçue comme ça. Donc les professeurs, j'ai l'impression, ne veulent pas aborder ce piège qui serait: est-ce que je m'occupe de cette affaire entre les filles et les garçons où il y aurait de l'inégalité? Parce que c'est un piège, à ce moment-là, ils vont faire de la différence, ou au contraire faire du neutre, donc personne n'en parle. Mais les profs de PS, ils sont obligés. Ils sont obligés pour une raison, moi je l'ai observé en ayant des enfants, c'est qu'en 6e on fait le PS ensemble, en 5e on le fait plus ensemble, enfin, ils bricolent, donc non seulement ce sont des philosophes, mais ce sont aussi ceux qui doivent, de façon très pratique, trouver des solutions au coup par coup, suivant chaque année, et d'une activité à l'autre. On les met ensemble, pas ensemble, on les sépare, on leur laisse le choix, parce qu'il faut se toucher quand on fait du sport. Donc on touche le corps de l'autre comment quand on a 13 ans? Donc c'est là où moi j'en reviens. Et alors pour revenir à votre question sur les mathématiques et le sport, moi c'est pas tant les stéréotypes masculins et féminins qui vont m'arrêter, que le fait qu'il faut laisser les garçons gagner. C'est le pouvoir, quoi. Il faut laisser les garçons gagner. C'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment des choses auxquelles on renonce pour ne pas perdre la séduction. Mais ça ne passe pas nécessairement par les images stéréotypées, etc. Ça passe par la hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui s'instaure, qui est autant celui du pouvoir que de la séduction. Et ça va s'en mêler. Ça va s'en mêler. Donc les pratiques transgressives sont doubles. Est-ce que j'ai le droit d'être forte en maths? Est-ce que j'ai le droit d'être forte en philosophie? Vous enseignez la philosophie. Est-ce que j'ai le droit d'être forte en philosophie, moi, fille? C'est une question que, évidemment, on peut se poser. Et si je suis forte en sport, pareil. Ça peut être comparable. La question, c'est simplement d'être bon dans cette matière. Donc on peut renoncer à une matière parce que ça ne serait pas bien d'être bon. Ce que vous dites tout de même sur les cours d'éducation physique et les professeurs d'éducation physique, c'est très intéressant parce qu'à la fois, c'est une matière dans laquelle on ne veut pas se satisfaire d'un dualisme sommaire, et d'autre part, c'est un lieu où l'on vit particulièrement l'absence de passerelle entre les savoirs. C'est un lieu où le cloisonnement disciplinaire est très, 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 très dommageable pour la démarche simplement éducative. C'est-à-dire que
d'abord, c'est une matière qui n'est pas assez valorisée par rapport à, justement, à ces enjeux des autres matières, puisqu'il s'y passe, je vous disais, comment toucher le corps de l'autre quand on est en EPS et qu'on a 13 ans. Donc il s'y passe quand même quelque chose d'essentiel dans la stratégie éducative d'une école, et personne n'en parle en dehors du cours d'EPS. Il s'y passe aussi ce fameux pouvoir. Je prends encore là un exemple que je prends souvent qui est très simple, puisque je l'ai observé in vivo. Marathon dans un collège. En 6e, on met les garçons et les filles ensemble. Bon, en gros, on va avoir plus de garçons devant, plus de filles derrière. En 5e, on sépare les sexes pour le marathon. Les derniers garçons vont être humiliés et les premières filles du marathon filles vont être valorisées. Donc, que pense le professeur d'éducation physique? Il pense, j'ai fait une séparation où du coup, quel est l'endroit où est le plus montrée la domination dite masculine et quel est l'endroit qui va être le plus émancipateur pour les filles entre la pratique de 6e et la pratique de 5e? C'est assez compliqué. Donc voilà, donc là quand vous parlez de cloisonnement, eux, ces professeurs, non seulement ils ont effectivement cette question prosaïque des deux corps, mais ensuite de leur articulation du point de vue de ce que ça génère comme hiérarchie entre les filles et les garçons, ou entre les garçons eux-mêmes, ou entre les filles elles-mêmes. Pour illustrer tout ce que nous venons de dire, les préventions, les préjugés, les contraintes, j'aimerais vous lire un petit texte de Coubertin que vous pouvez commenter. On doit conclure que le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer au grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Alors, laissons de côté couronner les vainqueurs, parce que je pense que ça mérite une question en soi. Ce qu'il fait là, donc on est à la fin du 19e siècle, ce qu'il fait là, c'est exprimer ce qui, depuis la Révolution française, est un enjeu, qui est ce que j'appelle moi la démocratie exclusive. Et donc, lui, il va faire de la démocratie excluante, c'est-à-dire qu'il va énoncer l'exclusion. Mais ça repose sur le fait que depuis que on serait tous des semblables, que fait-on de la différence des sexes? On ne va pas leur donner la citoyenneté tout de suite, on va même pouvoir prétendre donner le suffrage universel en 1848, mais il n'est que masculin. Donc, par exemple, si on prend le suffrage universel, l'institution politique va mentir et va dire c'est le suffrage universel. Sauf que ce n'est pas pour deux sexes, mais seulement pour la moitié de la population. Lui, il a cette spécificité qui est d'expliciter l'exclusion. Donc, est-ce que c'est parce que c'est le lieu du sport et que donc on peut un peu plus se laisser aller que quand on serait dans l'énoncé républicain classique, où là, on joue entre oui, c'est pour tout le monde, mais enfin pas pour tout de suite. Je vous rappelle quand même qu'à la même époque, on a beau avoir fait l'enseignement obligatoire pour tout le monde, on a beau avoir fait des lycées pour les garçons et pour les filles ne passent pas le même baccalauréat que les garçons. Il faut même attendre 1924, donc 30 ans après ce que dit Coubertin, pour qu'il y ait une égalité de fin d'études, de baccalauréat entre filles et garçons. C'est avant-hier, 1924. Donc, on est dans... Tout le monde fait pareil, mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Lui, il dit, tout le monde ne fera pas pareil. C'est là où il a cet énoncé explicite de l'exclusion. Alors, après, sur couronner les vainqueurs. Oui. Donc ça, c'est le deuxième point. Couronner les vainqueurs. Là, c'est une belle image, là. Vous avez Athéna Niké en train de couronner l'as de la victoire qui couronne. Alors, c'est quand même un geste assez fort. Oui, alors, il peut être je pense qu'on peut prendre aujourd'hui, nous, au XXIe siècle, deux directions. Il y aurait la direction catastrophique d'aujourd'hui. J'ouvre ma télé et je vois des filles, si possible mignonnes, apporter un bouquet de fleurs au vainqueur. Bon, donc là, c'est quand même l'image maintenant télévisuelle qui ne bouge pas beaucoup. Donc c'est pas très grandiose, mais c'est l'avatar de cette affaire. C'est une fille bien sexy avec son bouquet de fleurs. On est dans la caricature. Et puis,
Si on prend des images effectivement qui remontent le temps, bon, il y a l'Antiquité, mais il y a aussi tout simplement comment se fonde la République. La République s'incarne par une image féminine et on a usé et abusé, mais bon, ça fait partie de notre histoire républicaine, de cet emblème féminin de la République. Donc je pense qu'à ce moment-là, Coubertin en tête, évidemment les choses de l'Antiquité, mais aussi le fait que le grand symbole républicain, c'est la Marianne. Donc, et c'est celle qui peut justement porter la couronne aussi. Donc c'est une reprise, disons, démocratisée de l'histoire antique. Mais vous m'avez bien entendu, j'ai commencé par parler de la banalisation un peu vulgaire de ce qui en est fait aujourd'hui sur nos petits écrans. Mais il y a également un certain nombre de discours qu'on trouve à l'époque, d'ailleurs de Coubertin et après Coubertin, par exemple le corps médical, qui considère que le sport est très mauvais pour les femmes, pour le corps des femmes. On parle même des effets utérins. C'est au lendemain de la Révolution, c'est à la fin du XVIIIe et au début du XIXe. Ça fait partie justement de ceux qui vont aider à énoncer que la démocratie c'est pour tous, mais enfin d'abord pour quelques-uns. Hein, c'est ça l'exclusif. C'était très simple, vous prenez de Roussel à Viret, pour prendre les noms des médecins philosophes de l'époque, de la fin du XVIIIe au quasi-milieu du XIXe. En gros, si vous voulez, l'activité utérine est inversement proportionnelle, là c'est à l'activité du cerveau. Donc, à partir du moment où on a expliqué que, en gros, l'activité utérine en général est inversement proportionnelle à toute autre activité. Alors là, il s'agit d'une activité physique, mais ça a commencé d'abord par l'inversion avec le cerveau. Donc on ne peut pas tout faire. Hein. Donc voilà, et ça, alors là, mais si vous voulez, on n'a pas besoin, c'est une constante renforcée par la peur que l'égalité se réalise. Tant que vous êtes sous l'Ancien Régime, d'une certaine façon, on est plus tranquille, parce qu'il n'y a pas de menace. Mais si vous êtes en démocratie, la menace est beaucoup plus grande, qu'il y ait des preuves que l'égalité est possible, ou qu'il y ait des mécanismes de l'égalité qui se mettent en route. Donc il y a une surabondance de discours comme ça, de la part de gens très célèbres, et de la part de... Une femme est faite pour faire des enfants, c'est Joseph de Maistre à sa fille. Enfin bon, on a abondance de discours sur tout le 19e, et d'ailleurs aujourd'hui encore, si on gratte bien, on en retrouve, et ils reviennent bien sûr. Et là, je faisais référence assez précisément à ce que disait le médecin de l'école de Joinville en 1922, hein, c'est-à-dire parlant très clairement des risques, des chocs sur l'organe utérin. C'est-à-dire, ici, c'est un médecin qui statuait, considérant que la femme, au fond, se mettait en danger, le corps féminin se mettait en danger en pratiquant le sport. Tous les corps se mettent en danger. Alors, c'est en faisant le rapport pour le Parlement européen, donc, puisque c'est une initiative que j'ai prise il y a 10 ans, quand tous les corps se mettent en danger, parce que moi, allant parler aux responsables du sport professionnel, le corps poussé dans ses limites et qui se réveille à la trentaine, on peut avoir par exemple de l'ostéoporose. Donc j'ai mesuré, et tout le monde me l'a raconté, la violence de ce qu'est le sport au titre du sport professionnel. Voilà. Maintenant, donc, puisque vous disiez que c'était le médecin de Joinville, donc on était passé à la question du professionnel. Mais là, les corps des hommes sont tout aussi abîmés par l'entraînement du sport de haut niveau que des corps de femmes. Mais c'est clair que les corps sont abîmés. Lors des Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928, l'épreuve du 800 mètres, on a considéré que c'était tellement violent pour les femmes que cette compétition a été suspendue jusqu'en 1960. La résistance. Alors, là, on est passé de l'école au sport professionnel hein, dans notre discussion. Donc les enjeux égalitaires ne sont plus les mêmes. Quand je dis les enjeux égalitaires, de quelle menace s'agit-il ? Je me souviendrai toujours de ce joueur de tennis, là il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui a dit « Ah bon, les joueuses de tennis veulent être payées autant que nous. Bon, alors je les prends sur le court, on va voir. Hein, on va. Donc là, on pourrait rentrer dans la question, est-ce que tout sport doit devenir mixte ? Qui est une des questions qui est posée aujourd'hui dans des revendications. Donc, si vous voulez, en passant au sport professionnel,
toutes sortes d'enjeux sont mis en lumière. Ce ne sont pas seulement les enjeux de l'égalité, il y a toujours les enjeux de l'égalité, mais aussi il y a des enjeux qui toucheraient à des enjeux de pouvoir divers et variés, quoi. Soit public, soit économique, soit... Donc là, la forêt est plus touffue. C'est une remarque aussi que vous faites, je crois que c'est peut-être dans le rapport de 2003, la distribution des hommes et des femmes dans l'activité sportive semble être un peu en homologie avec la division du travail, avec la division sociale du travail. Alors, le sport serait au fond sexué comme l'est le travail. Je ne suis pas sûre. Ce qui apparaît, c'est que la question serait celle du mélange. La séparation des sexes est extrêmement importante. Ce n'est pas la naturalité des deux sexes. Moi, j'emploie une autre formule qui ne renvoie pas à la question nature-culture, c'est l'évidence empirique des deux sexes. C'est-à-dire, c'est comme si je suis dans la rue où on va pouvoir, la plupart du temps, identifier le sexe de telle ou telle personne. Donc le sport partirait du fait de la dualité des sexes. Si vous prenez la question de l'emploi, la dualité des sexes n'est plus du tout évidente pour un certain nombre d'emplois. Ça l'était certainement plus évidemment au XIXe siècle que ça ne l'est aujourd'hui. Où il y avait ce slogan d'un ministère il y a une vingtaine d'années qui m'avait toujours beaucoup plu, du ministère des droits des femmes de l'époque, qui disait « ces techniques, c'est pour elles ». Donc qui essayait de casser cette séparation spontanée qui serait de la représentation empirique. Donc sur le sport, on dirait bah oui, c'est une évidence. On va revenir sur cette question du genre, mais là on a surtout insisté sur le sport comme en miroir des préjugés, des cloisonnements d'une société, des présupposés. On pourrait peut-être insister maintenant sur le sport comme lieu d'émancipation. Vous avez parlé vraiment du sport comme lié aux valeurs démocratiques. Beaucoup, j'aimerais qu'on insiste sur cela. Voilà. Alors, c'est un petit peu ce que je cherche à faire en réinjectant le mot égalité et le mot liberté depuis tout à l'heure. Que se joue-t-il de l'égalité ? Donc comment je fais de l'égalité avec la différence des corps ? C'est plus compliqué que quand je fais de l'égalité dans d'autres endroits de la société, voter ou apprendre les mathématiques. Comment je fais est-ce que le sport représente de la liberté ? Donc c'est égalité, liberté, espace public et compétition. Donc performance, et c'est là où la question du pouvoir, de la restructuration du pouvoir se pose toujours. Et puis, dernier point, et ça c'est parce que ça avait été un moment politique du gouvernement Jospin avec Marie-Georges Buffet, sur le sport comme lieu de l'émancipation, quelle que soit l'origine sociale, et même précisément peut-être quand l'origine sociale est peu favorable à la réussite scolaire. Donc c'était à la fois une analogie aux autres problèmes de l'espace public et de la démocratie. On l'a vu avec Coubertin, on l'a vu de multiples façons, sur égalité et liberté. Et ensuite, dans son développement, tel qu'est l'école aujourd'hui, il se pourrait que ça puisse être un lieu non négligeable de surprise émancipatrice. Alors là, on se place du point de vue déjà de l'histoire, des idées, des institutions. Mais il y a des figures, on peut s'arrêter à quelques figures très fortes symboliquement. Alice Milia, par exemple, dont nous voyons ici une photo, qui est une figure très, très intéressante dans cette histoire de l'émancipation presque institutionnelle du sport et du groupe, lorsqu'elle a fondé Femina Sport, par exemple. C'est une figure qui vous semble importante dans ce mouvement. Pour moi, si vous voulez, elle a autant d'importance que d'autres féministes dans d'autres domaines. C'est-à-dire que je vais... vous savez, j'ai travaillé sur une femme, celle qui a traduit Darwin en France en 1860, donc elle n'avait évidemment pas fait des études secondaires, donc c'est nécessairement autodidacte au milieu du 19e siècle, et elle avait un papier en tête sous son nom où elle avait écrit « Je prends mon droit ». Donc, il se passe dans le sport, c'est comme Suzanne Lenglen, il se passe dans le sport la même chose que dans d'autres domaines. Il y a, soit on fait changer les institutions, soit on fait changer les lois, soit on prend son droit.
C'est-à-dire on transgresse, c'est-à-dire on C'est le est... cas. Et bien sûr, c'est pour ça que j'y viens. C'est pour ça que pour moi, ces figures de femmes dans le sport, donc qui sont des figures nécessairement isolées, donc individualisées plutôt qu'isolées, elles renvoient pour moi à tel ou tel dans d'autres domaines qui vont avoir des pratiques transgressives. La première qui passe le baccalauréat, Julie Victoire d'Aubier, voilà, qui est obligée de faire, je sais pas, plusieurs académies avant de pouvoir se faire inscrire. Elle a un parcours et après elle écrit des livres qui parlent de l'ensemble des femmes, donc un trajet individuel doublé d'une action collective ou de bien commun, ou voilà. Donc c'est tout à fait classique, simplement là, c'est dans l'espace sportif. Et en même temps, il y a quand même des chiffres, je ne vais pas vous donner des chiffres révélateurs. En 1900, 19 femmes étaient engagées aux Jeux Olympiques. Elles représentaient 43% des athlètes à Sydney. Il y a quand même, en l'espace d'un siècle, une transformation absolument considérable. Et c'est ce qu'on peut voir, nous, sur notre propre génération, avec le sport féminin. On est en train quand même, l'autre jour, quand je ne sais plus c'était pas les footballeuses, est-ce que c'était les basketteuses ou les handballeuses qui étaient en première page de l'équipe. Mais moi, j'ai encore des émotions quand je vois ça. Enfin, je ne suis pas lectrice de l'équipe, mais j'ai appris par la radio que, dans la revue de presse, que la première page de l'équipe, c'était donc un sport et qui est un sport d'équipe, donc les sports considérés comme souvent quand même plus masculins, ou surtout plus mis en avant par les médias, par les grands médias. Et moi, j'ai de l'émotion parce que je sais très très bien que c'était impensable. Donc le temps de ma génération, c'était impensable il y a 3 décennies, ou même 2 décennies. Donc il y a des accélérations, mais donc vous le faites sur l'ensemble du XXe siècle, et c'est vrai que c'est important. Elles vont être effectivement autorisées à participer aux Jeux Olympiques, malgré la déclaration, parce que, voilà, il faut... c'est sous des pressions, sous la pression de l'évolution sociale, c'est tout. Il y a un processus entre guillemets historique. Elles ont gagné l'accès pratiquement à tous les sports. Voilà. Alors, la question, oui. Alors, si je continue mes analogies avec d'autres espaces de la société. C'est un combat, une lutte au Pérou, je crois. Ah, elle est magnifique. Mais c'est vrai que je fais des analogies avec les autres espaces sociaux, démocratiques, etc. Mais il y a des normes. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est évidemment de passer au spécifique. C'est-à-dire que autant on identifie assez facilement comment l'émancipation des femmes avance, disons, dans l'espace politique. Vous voyez, on leur donne le droit de vote aux femmes après la Seconde Guerre mondiale, et 50 ans plus tard, on discute du fait qu'elles ne sont pas à l'Assemblée nationale. Donc on voit bien le passage de l'un à l'autre. Sur la question du sport, on va avoir cette entrée dans le monde sportif comme ça, et si on se bat pour, par exemple, la présence des femmes à l'Assemblée nationale, on voit bien que ça ne change pas nécessairement la politique, ou bien que ça va régresser pour telle et telle raison, dans l'espace économique aussi. Alors quelle serait la spécificité de la question sportive ? Est-ce qu'on va faire régresser la pratique des femmes, parce qu'il faut réassurer la hiérarchie quand même des pouvoirs entre les hommes et les femmes, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens traditionnel, classique et ancestral, ou bien est-ce que ça va être un lieu où de nouvelles questions sont posées ? Et notamment, évidemment, à travers le corps, de savoir si cette séparation entre les sports, il y aurait est-ce qu'on fera un jour un football mixte ? Un football donc, où les corps sont mélangés, ça c'est une question qu'on ne peut pas retrouver de la même façon si on parle de l'Assemblée nationale. Donc ça devient intéressant de savoir pourquoi ça serait spécifique. Et donc voilà, je fais des analogies et en même temps, avec le sport, je bute sur des questions qu'on n'a pas ailleurs. Dans l'image précédente, nous avons vu des paysannes péruviennes en train de se livrer à une activité sportive généralement dévolue aux hommes. Mais il y a aussi la transformation vestimentaire liée à des techniques, des technologies nouvelles. Et ces transformations vestimentaires, elles ne sont pas anodines, ce sont aussi des signes de libération du corps. Oh oui, il est clair puisque là c'est l'image de la femme qui fait de la bicyclette en pantalon. N'oublions pas que le port du pantalon est interdit, jusqu'à récemment, en France en tout cas. Donc
ce que je vois, c'est que c'est une transgression. 2, c'est approprier, c'est-à-dire faire de la bicyclette en jupe longue, j'ai essayé, c'est difficile. Donc nécessairement, là, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que la matérialité de la bicyclette oblige à changer la tenue, fût-elle transgressive, voire interdite dans la société. Ce qui est drôle, si on met les deux images côte à côte, c'est que finalement, aujourd'hui, on s'intéresserait à l'image de femmes faisant du sport avec des tenues traditionnelles, quand au contraire on a valorisé toutes ces images de subversion grâce au sport, de l'apparence ou en tout cas de l'habillement du corps féminin. Moi, ce que ça me fait penser, et puis il y a d'autres sujets polémiques qu'on connaît sur la question de quel type de vêtements on porte pour faire du sport, c'est que c'est une interrogation, là encore, loin d'être simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès. Il y a comment on habille, comment les femmes, peut-être les hommes aussi, je sais pas, il faudrait peut-être étendre de sexe, mais en tout cas là, comment les femmes s'habillent ou ne s'habillent pas par rapport à l'exercice du corps. Mais encore, toujours pour chercher des analogies, moi je suis très étonnée par exemple que les jeunes femmes d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le sport, encore que ça soit un sport, une jeune femme enceinte aujourd'hui va porter un t-shirt moulant sur son ventre, sur son vaste ventre de femme, tandis que dans les générations précédentes, y compris la mienne, on essayait plutôt qu'on ne voit pas trop la forme du ventre. Donc, quelle est la liberté du corps? Quand le corps est-il libre? C'est pas seulement quand il est habillé ou dévêtu, c'est aussi quand il propose une nouvelle façon d'être vu, je ne sais pas. Quand on parle du corps vêtu ou dévêtu, il y a la spectacularisation du corps en général dans nos sociétés, du corps sportif aussi, et du corps féminin, une véritable marchandisation. Alors là, on a un exemple tout de même sur cette machine féerique, un corps de femme qui est mis en scène comme pur corps. Bien sûr. Avant d'être sportif, il est un corps de femme désirable, ou incarnant une image exceptionnelle. Alors, la marchandisation du corps des femmes, elle est liée à l'économique, c'est-à-dire on vend quelque chose. D'ailleurs, on vend aussi la prostitution avec les Jeux Olympiques, puisque il y a assez de protestations pour dénoncer les bordels et la prostitution. En Allemagne, il y avait eu une affaire de ce genre. En Allemagne, mais aussi à Athènes. Et oui, en Allemagne, parce qu'on avait formé des filles et fait venir exprès des filles pour les former, etc., etc. Mais à Athènes aussi, je m'en souviens. Et je suppose que ça continue. Donc la marchandisation, elle se joue doublement. Mais là, on est dans le sport de haut niveau. On a quitté le sport de l'école et le sport de loisirs. Et alors, moi, ça m'évoque plusieurs choses. Premièrement, c'est le lieu du corps. Deuxièmement, même quand ce n'est pas le lieu du corps, on va marchandiser les femmes. Je veux dire, elles sont marchandisées à tout point de vue. Alors, est-ce que le corps de l'homme peut être marchandisé? Oui, il est sexualisé aussi. Est-ce que le fait de réintroduire la question du désir sexuel, érotique plutôt, par rapport à cette image, est contradictoire avec le sport? Il faut mettre à plat toutes les questions. C'est la seule chose que je dirais. Évidemment, la première réaction, c'est de dire, bon ben là, c'est une affaire économique qui se joue. Ou bien, c'est aussi une façon de reprendre le pouvoir. Une femme qui fera du sport ne sera pas aussi indépendante qu'un homme qui fait du sport. Donc, on reverrouille la hiérarchie sexuelle. Il y a plusieurs pistes à explorer, bien entendu, mais vous êtes passé du corps habillé au corps nu, l'affaire est loin d'être réglée. Parce que entre celle qui va venir aux Jeux Olympiques avec le foulard, et c'est une demande avec... Ah oui, alors à vous continuer sur le registre sexuel, sexué, érotique et sexiste. Oui, et c'est pendant une compétition de beach volley, ça je crois d'ailleurs. Oui, alors la question, je ne sais, on discute en ce moment de ce qu'on mette des petites jupettes à, je ne sais plus si c'est donc le basket ou le beach volley, ou la question aussi concernant le beach volley. Donc, si vous voulez, est-ce qu'elle peut parce être que en bikini, en string? Le short ne serait pas. Non, mais là, c'est pour remplacer le short par la jupette. Alors, quel est l'intérêt?
est-ce que c'est effectivement parce que le short serait moins sexy que la jupe, ou est-ce que, parce qu'à mon avis un short, aujourd'hui les shorts sont aussi même dans l'espace public, dans la rue, c'est extrêmement sexy, donc, ou alors est-ce que c'est pour remarquer à nouveau, c'est-à-dire marquer à nouveau la différence sexuelle, c'est-à-dire, ah ben ce sont bien des filles, parce que le short au fond c'est partagé entre, c'est comme le jean, hein, c'est unisexe. Donc pourquoi les shorts qui sont sexy devraient être remplacés par des jupettes, si ce n'est pour signifier à nouveau que vous êtes bien des femmes. Donc c'est bien nous qui savons que vous êtes des femmes, donc c'est ce que j'appelle la hiérarchie. C'est rétablir la hiérarchie. Parce que ça peut... est-ce que c'est plus pratique pour faire du sport une jupe qu'un short? La réponse c'est, je pense, non. Je ne suis pas une sportive de haut niveau, je pense que la réponse c'est non. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Donc la réponse, est-ce que c'est plus pratique, est-ce que c'est plus sexy? C'est incertain, les deux réponses sont incertaines. Donc reste la troisième solution, c'est pour bien dire que vous êtes des filles. Et à ce moment-là, moi je regarde ça avec... je me dis, ah bon, parce que l'égalité avancerait un peu trop, donc on freine. Oui, bien toute cette démarche d'érotisation des corps, quand même, bon, qui est... Oui, mais alors on a aussi... la mise en scène... On a aussi l'érotisation des corps masculins dans le sport. Bon, il y a un peu de marchandisation, 1000 fois moins, bien entendu. De toute façon, que les femmes soient une monnaie d'échange, c'est ce que moi je raconte comme philosophe par ailleurs, et bien au-delà de la question du sport, c'est que c'est pas parce qu'une femme devient sujet qu'elle cesse d'être un objet. C'est-à-dire que, je ne sais pas, n'importe quel exemple, on va mettre des femmes dans les candidatures politiques, c'est aussi une monnaie d'échange entre les partis politiques. Donc les femmes sont une monnaie d'échange, pas seulement par le corps, elles le sont aussi parce qu'elles sont des femmes. Donc la question de l'érotisation, de l'objet d'échange, de la monnaie d'échange, est une question qui est pour moi globale. Alors elle est plus ou moins physique, elle est plus ou moins sexuelle, mais elle rétablit toujours la séparation et la hiérarchie entre les deux sexes. Donc il y a le spectacle, ce qui est évidemment rendu visible et célébré, le corps jeune, sain, désirable. Mais il y a aussi l'envers du décor, il y a ces corps abîmés des sportifs de haut niveau qui atteignent un certain âge et on ne montre pas ces corps abîmés. Il y a pour les femmes aussi des risques spécifiques. Hein. On parle de la triade de l'athlète féminine, hein, le problème des désordres alimentaires, des aménorrhées définitives, de l'ostéoporose. Donc ça aussi, ce sont des problèmes de santé, on pourrait qualifier de santé publique finalement, qui sont très peu abordés dans la question sportive. Très peu, et très violents. Et très violents. Et ce sont des problèmes très très violents. Oui. La question de savoir si on pourra avoir des enfants après avoir été une sportive de haut niveau est une vraie question. Globalement, le sport de haut niveau est une marchandise aussi, tout court. Alors, il peut y avoir simplement une violence, soit pas la même violence, soit une violence plus grande à l'encontre des femmes. Oui, puis la marchandisation, ce n'est pas simplement une relation de type commercial. C'est vrai que le commerce l'investit. C'est aussi le corps réduit à n'être à ne s'inscrire que dans une relation fixée par des profits. Même, je prends l'exemple en Allemagne de l'Est de ces femmes dont on provoquait une grossesse pour qu'elles aient un certain nombre d'indicateurs ou une montée de globules rouges qui leur permettait finalement d'être plus performantes. Ça fait monter beaucoup de choses positives dans un corps de femme, bien entendu. Donc ici, le corps est véritablement instrumentalisé. Non, mais alors c'est plus qu'instrumentalisé, c'est-à-dire que là, on passe de la marchandisation, c'est la dimension exploitation, voire... enfin, pour moi, c'est... Parce que il faudrait vraiment distinguer tous les niveaux où on peut se servir du corps des femmes à des fins qui sont autres que là, on ne va pas faire du Kant, mais qui sont autres que la finalité de la personne elle-même. Donc ça, on trouverait, il y a des degrés et des choses très très multiples. Là, ce dont on parle, ça s'appelle presser le citron. Et après, on jette l'écorce. Parce qu'il fallait faire avorter ses filles ensuite. Donc ce n'était pas des gestations qui allaient jusqu'au bout, puisque c'était juste pour qu'elles soient en état de. Donc ça, c'est de la destruction. C'est même plus de la marchandisation. Donc, moi, je tiens beaucoup à ce que
dès qu'on parle du rapport femme-commerce ou monnaie d'échange, moyen d'échange, objet d'échange, on distingue toutes les possibilités que l'humanité se donne pour transformer les femmes en objets. C'est ça, mais l'exemple évidemment de l'Allemagne de l'Est nous fait horreur et j'imagine qu'il y a une grande unanimité pour dénoncer cela, mais le fait que les athlètes de haut niveau, ils laissent une grande partie de leur santé pour les femmes, la possibilité d'être femmes dans tous les sens du terme, c'est aussi une destruction d'une certaine manière. Oui. N'hésitons pas. Oui, oui, bien sûr, c'est aussi une destruction. Oui, en plus avec des morts, pour certains prématurées. Cette question des corps, du corps de la femme pris dans l'univers sportif, il y a aussi la question du harcèlement sexuel. On en a beaucoup parlé, en particulier dans le milieu du tennis d'ailleurs. Il y a eu une affaire récente. Oui. Est-ce que vous êtes penché particulièrement sur cette question? Alors, c'est comme la transgression individuelle, ce sont vraiment des choses qui traversent tous les lieux possibles. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est plutôt qu'on est en train, depuis une quinzaine d'années, de réaliser l'étendue ou l'espace de la violence sexuelle dans des espaces autres que les espaces familiaux. Dans les espaces familiaux aussi d'ailleurs. Donc il y a une... Moi c'est ce que j'ai appris dans mon excursion politique par rapport au métier de chercheuse, c'est que on a mesuré très récemment, et c'est lié à des conférences internationales d'ailleurs, l'ampleur de la question de la violence. Donc on la retrouve dans le sport avec, on imagine des facilités, mais je veux dire les problèmes de pédophilie dans l'Église ou d'homosexualité pédophile dans l'Église sont quelque chose qui sont... Je cherche toujours, vous voyez, à faire des analogies qui seraient à mettre exactement... C'est les mêmes temps de prise de conscience qu'on a dans notre société, tout parce que les églises, dans les écoles, dans les internats, des petits garçons ou de sexe, nos amis les prêtres ne se sont pas gênés. Bon, là, nos amis les entraîneurs ne se gênent pas non plus. Vous voyez, c'est plutôt la prise de conscience de la violence que l'existence même de la chose qui me paraîtrait importante à souligner. Parce qu'on peut espérer que ça bouge. Mmh. Mais enfin, en tout cas, ce sont des données de type à la fois social, politique et idéologique qui sont évidemment au cœur d'une réflexion sur c'est le tout sport. Ce qui est, c'est-à-dire, mais ça renvoie quand même aussi à toute la question de l'emprise de la pédagogie ou de l'emprise du maître. Hein. Alors l'autre question serait, c'est que moi j'imagine ces jeunes sportives pieds et poings liés entre leur âge, le fait qu'elles sont déscolarisées par rapport à la scolarisation dite normale ou commune, fait qu'elles sont totalement pieds et poings liés. Coupées de leur famille. Coupées de leur famille. Donc c'est pour ça qu'on peut le comparer à l'histoire des internats avec les prêtres. C'est-à-dire c'est des univers où on livre pieds et poings liés des enfants à des adultes qui peuvent être abusants et abusifs. La question du sexe et du genre, ah oui. Le sexe qui s'enracine entre guillemets dans la biologie, et le genre qui est une donnée de nature beaucoup plus culturelle et sociale, construite. Alors, oui. Par rapport au sport, essayons de par rapport à la question du sport, ces deux catégories. Par rapport à cette opposition, disons, nature-culture, sexe-genre, moi, j'ai des réticences de vocabulaire et surtout de modèles explicatifs. Je ne suis pas sûre qu'il faille réduire cette opposition à nature-culture. Mais une fois que j'ai dit cela, j'en viens à la question du sport. La question, c'est qu'aujourd'hui, toutes les découvertes de la biologie vont dans le sens de montrer que ce n'est pas si simple d'établir la frontière entre les deux sexes. Il y a de nombreux travaux de biologistes qui montrent à quel point il y a comme une sorte d'arc-en-ciel, ou en tout cas de continuum, entre la position la plus identifiée comme homme et la position la plus identifiée comme femme, du point de vue biologique. Donc, à partir de là, il y avait même Anne Fausto-Sterling, une américaine, qui a parlé il y a 20 ans de 5 sexes, c'était de la provocation, mais c'était pour dire, c'est plus compliqué que ça, on ne sait pas où est la frontière. Et c'est très important de mettre en avant ces acquis tout à fait scientifiques, parce que ça rencontre directement
ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à savoir qu'on aurait, à cause de l'évidence empirique, non pas à cause de la nature, je dis bien à cause de l'évidence empirique, séparé les filles et les garçons pour la pratique sportive jusqu'à la pratique de haut niveau. Si on n'est plus... alors ça pose deux problèmes. Ça renvoie au problème de la pratique sportive elle-même. Et quand c'est de la compétition, est-ce qu'on mélange donc les corps? Moi je prends le mot mélange parce que c'est le mot philosophique pour dire mixité. Hein, c'est le mélange. Est-ce qu'on mélange les sexes? Parce que finalement, le curseur la frontière n'est pas claire. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, qui est celui des institutions qui cherchent à identifier ceux qui ne seraient pas au bon endroit quand ils ont une pratique sportive, avec les fameux tests de féminité, et où alors là, la question qui est posée, si j'ai bien compris, les textes de féminité ne sont plus les mêmes hier qu'aujourd'hui, donc où vont-ils trouver la bonne place du curseur pour dire ça c'est féminin ou ça n'est pas féminin? Il semble que ça soit nettement plus compliqué que ce qu'on croyait. Donc à partir de là, donc vous voyez, il y a ces deux problèmes. Est-ce qu'on rend mixte les sports, et est-ce qu'on prend à bras le corps la question qui est de la difficulté à identifier clairement un certain nombre de personnes, et dans ce cas, est-ce que le sport s'ouvre à une réflexion sur cette difficulté, mais qui pourrait aussi être vécue comme quelque chose qui donnerait de la liberté, souvent en dehors de la question du sport. Ces recherches scientifiques permettent de dire alors arrêtons d'être comme ça renvoyés à notre identité de sexe quand on peut être un peu n'importe quel genre, quoi. Ce choix, enfin cette alternative entre d'un côté faire sauter au fond les catégories sexuées et de l'autre au cas par cas. Comment déterminer tout ça? C'est pas très facile. Oui, parce que effectivement, expliquez-nous. Je ne peux pas vous expliquer car je n'ai ni la compétence ni la responsabilité du monde sportif. Mais comme nous venons juste de parler du vêtement, et que j'ai tenté de dire que ces débats sur le vêtement, que ce soit celui du foulard d'un côté ou de la jupette de l'autre, c'est à chaque fois un marquage sexué. Donc, moi, c'est ça qui m'importe. Donc, c'est pas seulement la question de la religion d'un côté et puis de l'érotisme débridé de l'autre, qu'il faudra absolument maintenir tout le temps, pour y gagner des tas de choses différentes, diverses et variées. Mais c'est parce que moi, j'ai été très frappée, il y a de ça déjà quand même pas mal de temps, que le foulard est revenu dans un débat Occident, anciens pays coloniaux notamment, au moment où tout le monde commençait à porter le jean, quoi. C'est-à-dire au moment où l'unisexe... Moi, je n'avais pas le droit de porter des pantalons en dehors de l'hiver au lycée où j'étais. Donc, en l'espace d'une génération, le jean est devenu éventuellement même un uniforme ou même un costume de ville, etc., etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait du remarquage sexué. Dans le sport, moi, je suis frappée quand même de cette envie de marquer les sexes au moment où précisément des questions complexes nous adviennent et sont pertinentes et sont intéressantes. Et là, vous avez d'ailleurs un cas très intéressant, qui est le cas d'une sportive transgenre, Castière Semenya, qui a été championne du monde, qui est sud-africaine, qui a été championne du monde de 800 mètres, et qui a été soupçonnée d'être un homme. Elle a donc fait l'objet d'une interdiction jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'elle était effectivement une femme. Donc il y a l'exemple même ici d'une athlète qui intègre l'hésitation dont vous parliez. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans les siècles précédents? On se déguisait en l'autre sexe. Aujourd'hui, comme le corps est apparent, on ne se déguise pas dans l'autre sexe. Mais c'est quand même une question qui
qui est ancienne. C'est-à-dire comment des femmes ont pu aller guerroyer sous des habits d'hommes sans qu'on sache, enfin Shakespeare en est plein, Bradamante, enfin on peut avoir beaucoup de références où les femmes prenaient l'apparence de l'autre sexe et personne, et ça pouvait durer des décennies. Donc si on a vécu ça jadis, la question est transposée maintenant de manière très, très matérielle dans le corps. Là, vous avez d'ailleurs un autre exemple, qui est l'exemple d'Erika Schinegger, descente de ski, skieuse qui s'est avérée finalement être un homme. Donc on s'aperçoit qu'il y a toujours cette... Mais le c'est avéré, quand vous employez l'expression c'est avéré, la question que moi, de ce que mon ignorance a compris, c'est que les curseurs scientifiques sont mobiles. Donc la décision de c'est un homme, c'est une femme, il y a 10 ans ou aujourd'hui, ne sont plus tout à fait les mêmes. Donc on est là devant quand même un espace de questionnement. Mais comme le sport a été construit sur la dualité sexuée, et pour de bonnes raisons aussi, puisque c'est les corps et pas les esprits, enfin je reviens sur mon cartésianisme de base, oui, c'est ça, c'est-à-dire entre l'appartenance objective à un sexe et déjà se reconnaître dans une sexualité, entre guillemets. Alors ça, c'est une autre affaire, parce que vous pourriez, parce que là, à ce moment-là, la sexualité est une chose, l'appartenance à un sexe une autre, j'ai envie de dire. Ça, c'est l'héritage freudien de ce point de vue-là nous est fort utile. C'est ce que j'appelle dissocier les êtres des qualités, quoi. C'est-à-dire vous pouvez être identifié comme sexe féminin et en fait être complètement un homme en vous, et y compris, je veux dire, sexuellement ou imaginairement, enfin, je veux dire, tout ça est quand même brassé depuis longtemps. Ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'était pas, c'était la question biologique. Donc de ce point de vue-là, elle est pertinente, mais extrêmement compliquée, parce que si vous mettez des hommes et des femmes à la tête d'une entreprise ou pour faire une course, ou pour être à l'Assemblée nationale, on n'aura pas de souci. On pourra de façon sexiste s'amuser si une députée met une robe de couleur. Voilà, tout ça, on est dans le superfétatoire, hein, même s'il est violent, comme misogynie ou sexisme, etc. Mais là, on est au cœur même de la pratique. La différenciation sexuelle que nous abordons, elle montre à la fois la difficulté presque conceptuelle. Elle pose aussi le problème, quand on parle de différenciation, se pose le problème de l'indifférenciation. Il y a une image ici qui est quand même assez significative. Il y a deux athlètes, une femme et un homme, qui physiquement sont extrêmement proches, deltoïdes, etc. Est-ce que pour vous, ça, c'est une sorte de caricature liée à l'évolution d'un sport spectacle, un sport qui instrumentalise les corps, ou bien c'est une perspective qui vous semble s'inscrire dans le processus historique dont on parlait tout à l'heure? Non, oui, mais c'est ce que je disais à l'instant, parce que les corps sont dénudés. C'est-à-dire, si vous prenez les corps habillés dans la rue, moi je fais de temps en temps l'expérience de me dire, je l'habille autrement, mais c'est un visage d'homme, ça. Alors que c'est toutes les apparences d'une femme, d'un certain âge, même qui a déjà une corpulence liée au fait qu'elle serait une femme plutôt qu'un homme, car les corpulences masculines et féminines sont genrées aussi. Hein, quand on regarde dans le métro, c'est assez marrant, parce que finalement, pourquoi les corpulences dans le vieillissement seraient genrées ou pas? Donc, c'est le fait d'être dénudé de choses. Mais depuis 200 ans, on a eu tellement peur que les femmes deviennent des hommes si elles s'émancipaient. Que ça soit l'enseignement de la philosophie ou l'exercice de la médecine ou un métier technique ou je sais pas, conducteur de travaux, etc. Ou même, on a menuisier, ou je sais pas quoi. On a toujours tellement peur de l'effacement de la différence des sexes. Ça, c'est la peur du démocrate, que j'appelle ça la peur existentielle du démocrate. Elle est absolument formalisée au lendemain de la Révolution française, et simplement, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle se joue au XXIe siècle sur la question du sport, comme étant et c'est pour ça que ça m'a toujours intéressé, enfin depuis longtemps intéressé cette question-là, autant que le politique, parce que c'est sûr qu'on va en débattre dans les années qui viennent, de manière essentielle au regard de la question de l'égalité des sexes et de l'émancipation. C'est sûr et certain.
Voilà, vous avez une image très étonnante, hein, qui est Caroline Wang, qui est culturiste, championne d'Autriche de bodybuilding. Là, vous avez une sorte de simulacre. Oui, mais là, vous continuez. Une femme dans un corps d'homme. Une femme dans un corps d'homme. Bon, bah, une femme dans un corps d'homme, vous l'avez dit. Si vous voulez le dire comme ça, moi je suis d'accord. C'est-à-dire, je ne suis pas pour dire tout ça est neutre, on supprime les sexes, etc. Vous dites ça comme ça, mais pourquoi pas? En revanche, je réinsiste sur le fait que plus on posera, à juste titre, la question de la non-frontière, plus l'organisation sociale, politique et institutionnelle nous rappellera qu'il y a bien deux sexes. Quand il y a eu ce débat sur le foulard, je vous expliquais tout à l'heure que ce n'était pas la question de la religion qui me paraissait pertinente, mais la question de l'impossibilité de pouvoir faire certains exercices, donc du sport. J'ai développé à plusieurs reprises cet argument pour dire, moi, si on empêche les filles d'avoir une activité à l'école, ça, je ne suis pas d'accord. Alors, la réponse s'est faite quelques années plus tard, par des habillements, pas par seulement « oh ben elles peuvent porter le foulard si elles sont sur un tatami, où est le problème, elles peuvent porter le foulard si elles font du foot, c'est pas un problème », mais la question, là encore très matérielle, et on a inventé il y a quelques années ce qu'on appelle le birkini. Et là, j'ai trouvé ça d'un humour féroce incroyable. Parce que ça veut dire quoi? Donc le birkini, c'est un vêtement moulant, mais qui évidemment prend une grande partie du corps. Donc ce n'est justement pas un bikini. Donc clin d'œil au bikini qui montrerait tout, comme ça, nous voit un bikini là. Mais ça serait le birkini qui au contraire cache. Burqa. Mais qui ne va pas, oui, qui est formé avec bikini et burqa, mais qui n'empêchera pas, donc qui répondra à mon objection. Donc je l'ai entendu du fin fond de mon bureau de chercheuse comme une réponse que les grands de ces pays-là me faisaient, à savoir, mais ça ne nous empêchera pas comme ça de faire le même sport, parce qu'on aura à la fois répondu à la question de vêtements qu'on veut, mais en même temps, on ne sera pas empêché de façon matérielle pour exercer tel ou tel sport. Donc, cette histoire du birkini m'a paru remarquable dans ce que ça avait comme langage politique. Hein. C'est oui, il faut que quelque chose soit bien identifié comme féminin. Donc, chez nous, c'est en cachant le corps. Oui, c'est bien une femme, mais elle peut quand même accéder à des processus d'égalité. Donc, vous voyez, il faut opposer. Ce que j'ai voulu vous répondre, c'est que au moment où nous sommes en train de discuter sur l'effacement potentiel des deux sexes, il faut absolument avoir toujours en tête qu'il se passe, c'est un recto verso. De l'autre côté, l'idée qu'il faut réidentifier tout le temps le sexe féminin, pour ne pas le confondre. C'est l'espace démocratique d'aujourd'hui qui nous vaut cette double... donc, on était bien comme avant, et l'ordre ne va pas changer, mais oui, en même temps, les avancées à la fois politiques et scientifiques bouleversent la donne. Il y a des sports qui restent exclusivement féminins, la gymnastique rythmique et sportive, ou la natation synchronisée, et des sports strictement masculins, la lutte gréco-romaine. Donc tout n'est pas encore mêlé, pour reprendre. Mais c'est loin d'être mêlé, puisque vous avez, il y a quelques sports mixtes, hein, donc le fameux patinage artistique. Il y a quelques sports très séparés et quelques sports qui n'existent que pour un sexe. Il y a les trois possibilités. Mais serait-ce un progrès, par exemple, entre guillemets, le mot progrès est un mot ambigu, mais serait-ce un progrès, par exemple, que les hommes participent à des compétitions de gymnastique rythmique et sportive, ou à la natation synchronisée, et inversement, ici vous avez une image que les femmes, là c'est de la boxe, mais que les... Alors vous posez la question du progrès, moi je ne connais pas ce mot-là. Je veux dire... Mais il existe dans notre langue. Je connais le mot égalité. Non, mais ce que je veux dire, je me moque du philosophe. Je vous comprends. Je suis en face de moi, donc, et de tous les philosophes qui l'utiliseraient. Donc, la question n'est pas celle du progrès, la question est celle de faire cesser des impossibilités, donc de rendre possible l'égalité, ça s'appelle l'émancipation. Alors après, l'autre question qu'on pose, c'est est-ce que l'émancipation, c'est le mélange ou pas ?
Franchement, nous n'avons pas la réponse à cette question-là. Moi, je le tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, très facilement, on va avoir tel groupe ou tel autre qui va dire « mais si, c'est ça la solution ». Enfin bon, on va voir les deux tendances. Gardons la dualité, sinon c'est la fin de la société s'écroule. On le voit pour d'autres débats que celui du sport. Ou mélangeons tout et il n'y aura plus de problème. Je crois que ma circonspection, moi j'aime bien poser toutes les questions avant de donner quelques réponses, et je ne sais pas ce qui va se passer autour de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que là, ce qui est montré, c'est une proposition virtuelle ou possible d'égalité. Alors, est-ce que c'est cette égalité qui va avoir lieu, qui va plaire, qui va rester minoritaire, donc qui peut exister comme minoritaire sans être majoritaire. Le problème là, c'est pour ça que mes lecteurs, pour moi, c'est les mots égalité, liberté, c'est pas le mot progrès. D'autant qu'on sait très très bien, vous comme moi, qu'un progrès peut se retourner en son contraire. Donc, Mais lorsque je vous parle ici de progrès, je pensais simplement, la boxe, comme vous le savez, c'est un sport extrêmement dangereux. Regardez le crâne de la femme, regardez cette femme qui a le visage tuméfié, les effets par exemple sur le cerveau, beaucoup de boxeurs deviennent épileptiques. oui. Est-ce qu'on peut considérer que ça serait bien que les filles aussi? Non, ce qui serait bien peut-être, c'est de se poser la question sur ce sport avant de savoir si oui. le fait que les femmes puissent y accéder est une bonne chose. Oui, alors vous savez, il y a un très bon exemple qui va dans le sens de ce que vous dites, c'était la question du débat sur le travail de nuit. Est-ce qu'on autorise le travail de nuit pour tout le monde ou bien est-ce qu'on l'interdit pour tout le monde, excepté effectivement les hôpitaux, etc. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on pourrait en profiter grâce à l'émancipation des femmes pour mettre en cause des violences. C'est ça que vous voulez dire? Bah oui, bien entendu. Donc il n'y a pas que Millennium, il n'y a pas que le film de cette jeune femme qui veut faire de la boxe, c'est Millennium Baby, non? Très bien. Qui est un film absolument extraordinaire, où là, c'est bien une trajectoire d'émancipation, de liberté, et en plus extrêmement pensé. Enfin, parce qu'on n'a pas parlé de ça, on parle du corps, mais ça pense, hein, ça pense tout ça. Et donc là, la question que vous posez, c'est est-ce que l'égalité des sexes avançant, certaines choses dans nos sociétés pourraient être mises en cause grâce à cela? Puisqu'on parle de mixité, on a abordé la question de la mixité. Il y a des sports mixtes que sont par exemple la voile, le rallye automobile, l'équitation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont toujours d'une certaine manière en rapport avec quelque chose d'extérieur, une sorte de médiation, que ce soit la machine, oui. La voiture, le bateau, ou que ce soit l'animal. Donc il y a quelque chose d'ici, la mixité est liée à la présence d'une médiation. Ah oui, je trouve ça très intéressant. Oui. Oui, je n'ai jamais réfléchi à ça, mais c'est vrai, c'est absolument. Oui. Comme si du coup, le corps avait moins de visibilité ou moins d'importance et pouvait être plus une fonction qu'une identité, quoi. C'est ça, c'est comme si le corps était vraiment une sorte de dépendance de la machine. Et puis du coup, c'est pas seulement l'identité de la personne qui est en jeu. Votre interrogation presque centrale, enfin pivot, à savoir comment fabrique-t-on de l'égalité à partir de la différence sexuelle en particulier? Cette question, quand on oppose l'égalité à la différence, cela m'agace. Quand on comprend que l'égalité, elle se joue soit par rapport à la similitude ou semblable, soit par rapport à la différence, je commence à être très intéressée parce que précisément, on revient à notre point de départ, quand c'est l'égalité face à là où nous sommes des semblables, quand nous apprenons à lire et à écrire, et tandis qu'avec le sport, on est nécessairement renvoyé à cette question-là. Donc on ne peut pas l'évacuer simplement, et peut-être c'est ça le grand... C'est aussi pourquoi cette question parvient aujourd'hui à sa problématisation aussi forte. Il a fallu en passer par beaucoup d'autres étapes d'émancipation pour qu'on puisse poser dans son ampleur cette question-là, il me semble. C'est comme si vous voulez la question de la présence des femmes
dans une assemblée politique ne peut pas se poser avant que vous ayez la citoyenneté. Il faut la citoyenneté, on attend 50 ans, on pose la question de savoir si d'électrice on devient éligible et élu. Le sport, c'est comme s'il arrivait après ces questions-là en disant, et maintenant sur le corps, comme on va avoir la question, puisque vous parlez de grossesse, de savoir si on continue à faire les enfants dans le ventre des femmes ou si on les fait ailleurs. Le XXIe siècle va affronter cette question dans sa crudité et sa violence de façon incroyable. Donc peut-être que le sport est à sa place dans les interrogations du XXIe siècle. Oui, déjà, on pourrait se poser la question, est-ce que la mise en scène, par exemple, des inégalités dans le sport, est-ce que cela ne contribue pas à justifier d'une certaine façon un certain nombre d'inégalités de statut, de salaire, de droit dans la société? Mais complètement. Complètement. C'est pour ça que je crois qu'il faudrait être très attentif à la façon, pour revenir aussi à la question de la marchandisation, à la façon dont la médiatisation du sport va avancer. Parce que c'est tout nouveau, elle avance clairement, et on ne sait pas, entre l'écueil de la marchandisation et l'écueil de la reconduction des hiérarchies, que va être cette mise en image du sport féminin. Oui, puis avec toujours cet effet pervers à la fois de les catégories, je ne parle pas simplement sexuelles, elles existent, mais même les catégories à l'intérieur du sport d'un sexe, cela constitue des sous-ensembles et ce sont aussi des données d'enfermement. Ah ben oui, on a plus facilement accepté le tennis, pourquoi Vous n'en avez pas montré d'images de sport collectif, mais chaque fois que je tombe sur une de ces images, de façon aléatoire, je suis très frappée, je regarde beaucoup la composition des corps. Et c'est assez beau, hein, parce qu'on n'a pas parlé de la beauté des images du sport, mais je trouve que les sports collectifs féminins donnent de très belles images de corps sportifs. Et là, on n'est pas dans le sexy des strings de tout à l'heure. Non, non, c'est vrai, mais l'homme le plus rapide du monde, dans les médias, occulte la femme la plus rapide du monde. Il reste quelque chose. Non, mais ça, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est... Non, oui, non, mais ça, c'est... Ça, alors là, c'est dans tous les domaines, cher monsieur. Et en termes démocratiques, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la valeur démocratique du sport, la question de l'égalité des chances, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité des chances dans le sport, étant donné les dispositions physiques, étant donné un certain nombre de choses. Comment penser à la fois l'exigence d'égalité et puis des corps différents, et puis rapporter un sport dont les normes sont bien évidemment la performance, le dépassement. Mais à l'école, c'est pas seulement la performance, le sport. Je dirais même l'avantage de l'EPS, c'est que, contrairement à certaines disciplines où des professeurs peuvent oublier, disons, l'aspect ludique ou l'aspect jouissif de l'apprentissage d'un savoir, hein, et où ne compte plus que la performance, je dirais que dans le sport, il y a nécessairement plusieurs autres dimensions que celle de la performance qui sont offertes aux enfants. Donc, encore une fois, je considère que... Et je dirais même que, pour me souvenir que dans mon enfance, la performance sportive des uns et des autres avait un petit peu trop d'importance à mes yeux, on pourrait dire qu'on peut essayer de penser à l'envers et de savoir que si on enlève l'aspect tournoi, l'aspect qui est le premier, qui est le meilleur, qui a gagné, le sport est quand même extrêmement ludique. Donc, c'est-à-dire un moment de jouissance de son propre corps. Ce que vous dites est juste. De se sentir bien dans son corps. Donc, tout ça par rapport à la question de l'égalité des chances, ça veut dire que dans tout ce qui est l'apprentissage scolaire et de loisirs dont on aimerait qu'il soit aussi parallèle avec le scolaire, on peut tout à fait aussi imaginer que les adultes qui accompagnent les enfants offrent une donnée aux enfants qui soit beaucoup plus multiforme que la recherche de la performance. À cause du plaisir. À cause du plaisir, Ça pose plusieurs types de questions, mais oui. La première, je pense, à une remarque que faisait le sociologue Paul Lyonnais, qui disait que la compétition sportive, ça suppose qu'il y ait des égaux. S'il n'y a pas des égaux, il n'y a pas véritablement de compétition. Or aujourd'hui, au plan international, on sait quelles sont les équipes qui vont gagner. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas du tout d'égalité. Voilà, donc ma question se repose, si vous voulez. L'égalité des chances, c'est aussi non pas que les gens aient
tous les mêmes dispositions physiques, mais qu'il y ait au moins des situations de rivaux en situation d'égalité, en situation oui, mais ça, c'est le de problème compétition. de l'ensemble de l'école. Ça commence avec l'école. Pour ça que je reviens sans cesse à l'école. Et on sait très bien que l'école n'est pas égalitaire, on sait très bien que... Oui, mais le qui va gagner dont vous parlez tout à l'heure, c'est une idéologie très, très dangereuse. Ben moi, je pense qu'elle est surtout extrêmement restrictive. C'est pour ça que je rappelais que je n'ai pas aimé cela dans mon enfance, où le sport était ramené à la performance et au meilleur, alors que je maintiens que c'est... on peut faire du sport comme d'autres apprentissages, quelque chose d'autre. Donc, je veux dire, on a parlé longuement là du sport de haut niveau, mais enfin le sport, c'est pas seulement le sport de haut niveau, c'est mens sana in corpore sano, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de dimensions, et la santé, le bien-être, tout ce qu'on veut, le partage avec les autres corps, etc., etc. Mais bien sûr que l'inégalité sociale et mondiale existe. Là, moi, je ne parle que de ce que j'ai un tout petit peu réfléchi, à savoir la possibilité que le sport soit un lieu d'émancipation à travers la problématique de l'égalité des sexes. Mais que les chances soient foncièrement inégales en permanence. Et ce n'est pas les exceptions qui nous feront oublier que la règle, c'est l'inégalité. C'est pas celui qui arrive à courir avec des jambes artificielles, avec les coureurs normaux, qui nous fera croire que ça a été l'idéologie qu'on sert à tout point de vue et dans tous les lieux de la société sur puisqu'il y en a un qui peut le faire, pourquoi pas tous? Alors que non, pas tous, parce que les conditions ne sont absolument pas données à tous. Mais donc il y a bien évidemment une minorité, c'est le sport de haut niveau, et la grande masse de ceux qui font du sport au quotidien, ou un sport ludique, ou d'amusement. Mais les normes, elles sont imposées par la performance. Et cela se fait-il pas au dépend de l'accomplissement de soi? Je pense que j'aime pas beaucoup faire du féminin et du masculin, mais les femmes n'ayant pas été associées à la performance sportive, elles sont vraiment plus cool avec ça. C'est-à-dire que... ah bon ? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une adhésion au modèle de la performance qui est quand même plus douteux, enfin moins certain. Donc voilà, c'est pas pour ça que, enfin, j'en fais pas une qualité substantielle, essentielle, etc. J'en fais plutôt un attribut qui est lié à notre histoire, donc un héritage historique, qui est que moi ça m'a jamais ça m'a agacée profondément comme petite fille, mais vraiment même révoltée. Et en même temps, ça ne m'a pas empêché de m'approprier le sport comme du plaisir. Mais c'est vrai aussi qu'on est dans un débat beaucoup plus général. C'est la difficulté dans nos sociétés de penser à la fois une exigence égalitaire, donc démocratique, et en même temps un élitisme républicain. Notre société pense très difficilement cette... Sûrement. Et le sport en est une sorte d'illustration. Sûrement, bien sûr. Nous avons là une sorte de vision pour l'instant assez dure quand même de cette réalité sportive qui est à la mesure de la réalité sociale. Pourquoi le sport serait-il une exception? Il y a heureusement tout de même des corps, par exemple, comme ceux que nous voyons, c'est-à-dire des corps joyeux, un peu comme vous à bicyclette, la photo du début, c'est-à-dire quelque chose quand même qui nous réconcilie avec le corps, le jeu, et ici il y a à l'évidence une sorte de plaisir partagé. Mais ça, là, c'est le plaisir du corps. C'est le plaisir du corps, c'est-à-dire on était effectivement, il y a sport et corps. Bon, là, enfin, la frontière, elle n'existe pas, mais en même temps, le sport correspond quand même à une discipline. Hein. Bien sûr, tous les exercices physiques pourraient être convoqués, et le corps est mis en jeu de multiples façons. Et même pour reprendre le vélo, qui me paraît être un bon exemple, parce que c'est aussi un moyen de transport, et pas seulement un sport. Moi, je regarde les visages des cyclistes dans Paris. Puisque moi-même, je fais du vélo dans Paris, je regarde aussi beaucoup, si je suis une fois à l'arrêt de bus ou piéton, je regarde quelle tête ont les cyclistes, le cycliste parisien. C'est absolument passionnant.
Parce que donc là, parce que c'est le sport, c'est le transport, c'est le souci, en même temps c'est l'effort, il y a tout en même temps. C'est très très beau. La devise olympique, que vous inspire-t-elle? Situs, Altus, Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort. Honnêtement, franchement, la devise m'est un peu égale, pour ne pas dire me laisse indifférente. Mais la question de la flamme, pour avoir vu, ici même d'ailleurs, un film sur le passage de la flamme. J'ai trouvé cette image, enfin ce récit du passage de flamme, j'avais trouvé ça absolument bouleversant. C'est-à-dire, donc, s'il faut parler de l'olympisme, dont on n'a pas dit, je ne l'ai pas dit aussi, qu'il a pour principe la laïcité, par exemple, hein, donc je dois le mettre dans le pot des discussions. Je ne l'oublie pas parce que si moi j'ai ramené la question du foulard, la question de la pratique du sport, il y en a d'autres qui le ramènent à la question de la charte de la laïcité. Donc puisqu'on termine sur la charte olympique, moi c'est plutôt la flamme qui m'intéresse dans ce qu'elle a de fluide et en même temps de singulier, puisqu'il va falloir la passer d'une personne à l'autre à la fin quand elle arrive. Et puis enfin, je chercherai du côté de la flamme et pas du côté de la devise. De la devise, voilà, clairement.